Allez, toujours avec la joie, nous vous servons, nous sommes fiers d'être en votre compagnie encore ce matin. Ils sont dans ce studio, Laurent Roland Tonekes, Hugues Hector Zogo. Pas Hugues Hector Zogo. Hugues Hector Zogo, il est en train d'interagir avec nous, donc c'est normal que j'appelle son nom. Salut Hugues Hector Zogo. Et bonjour Omar Adéanjo. Bonjour Maury, bonjour Hugues Hector Zogo, bonjour Laurent et bonjour également aux téléspectateurs. Très fier d'être à vos côtés aussi. Merci, c'est un plaisir. Laurent Roland Tonekes, toujours au rendez-vous. Que Dieu nous garde, Laurent. Bonjour à toi. Bonjour, Dieu nous gardera. Bonjour à toujours. vous, j'allais dire. On n'a pas encore fait grand-chose. On est juste au matin de notre vie. Donc, il reste le midi, l'après-midi, la soirée et la nuit. Donc, on a encore beaucoup de chemin. Comme le dirait, c'est l'autre, comment il s'appelle, Ahmed Yezaï. Oui, c'est ça. Non, bonjour à vous, bonjour Omar Adéanjo, bonjour à Hugues Hector Zogo qui certainement est en train de nous suivre là. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Et qui, Marc également. Marc, Henri Yambodé. Déjà qui opine, hein? Bon, Carole Laye à Turin, si vous voulez, tout cela, bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous suivront et certainement en ligne après. Bon, je ne veux pas chahuter quelqu'un, pas encore, Henri Yambodé, je ne veux pas le chahuter. Non, pour le moment. Je le laisse. Bon, on fait un clin d'œil quand même au DG. Oui. Un clin d'œil au DG, oui, d'ailleurs, qui suit tous les matins. Comme du lait sur les feux. Allez, on remercie le DG quand même qui, on ne va pas trop parler, mais qui a montré qu'il est une personne de vision et qui veut qui chaque jour travaille pour que les choses s'améliorent, les conditions s'améliorent, pour que nous soyons quand même à l'aise. Je suis mieux assis ce matin, voilà. Donc je ne vais pas parler plus, Laurent. Non, je crois qu'un homme c'est des visions, un homme c'est une vision. On parlait hier de la vision 2060 pour le Bénin et donc oui, quand vous êtes quelque part, on vous confie des responsabilités, c'est des visions et les visions, on ne les concrétise pas les actes. Et donc je crois que oui, il fait son chemin avec Eden TV et je crois qu'il y a des transformations pour lesquelles on doit être quand même fier et espérer que Dieu l'inspire davantage à faire davantage pour la maison. Et évidemment, les promoteurs également et nous aussi, nous avons une responsabilité. Dès lors que les autres mettent les moyens, les promoteurs mettent les moyens, dès lors que le DG a la vision, il faut que nous-mêmes nous ayons le cœur à la tâche et que nous puissions travailler parce que ici à l'ouvrage. Voilà. Donc qu'on ne soit pas là à penser à nous. En réalité, même quand vous pensez à vous, vous devez penser à votre notoriété à un moment donné et bien faire votre travail parce qu'il y a des gens qui sont à des milliers de kilomètres qui vous suivent et essayent de voir. Et un jour, peut-être, vous ne vous y attendez peut-être pas. Ils diront, celui-là, je peux le recommander. Très bien. Omar a quelque chose à ajouter avant qu'on démarre le débat? Oui, par rapport à tout ce que Laurent a dit, moi je pense qu'il y a des choses en tout cas qui nous obligent aujourd'hui à Eden TV à faire très bien. Première chose, c'est que les promoteurs font confiance à un jeune qu'ils mettent à la tête et à la tête d'autres jeunes comme lui et nous sommes tous là comme ça. C'est déjà quelque chose qui nous oblige, mais d'une manière incroyable. On doit le faire parce que nous sommes tous jeunes. S'il échoue, c'est que nous avons échoué. Ouais. Voilà. Et l'autre chose, c'est que c'est quelqu'un d'une grande ouverture d'esprit. Et ça, moi, je l'ai constaté 2 ou 3 fois. Il n'aime pas qu'on parle de lui. Ah bon? Il n'aime pas qu'on parle de lui. En tout cas, la dynamique installée, on la sent. Chacun aujourd'hui sent une certaine dynamique, une envie. L'élan est donné, en fait. Et on a envie de suivre. Que Dieu nous accompagne. Je crois qu'il faut quand même aussi faire un clin d'œil à tous ceux qui ont pris par identité. Effectivement. Moi, je le dis clairement, on ne peut mettre personne à côté. Parce qu'à un moment donné, ceux qui sont restés là avant ont pu maintenir la maison debout avant que le DG n'arrive aujourd'hui. Donc, que ce soit... On pense à notre coordonnateur général... Monsieur Jérôme Dandinou, oui, mais je pense à... tous les matins. Je pense à monsieur Meyassan, je pense à monsieur Couito, que j'ai connu ici. Je pense à Edouard Loko, président de la RAC. Oui, parce que ces gens-là, si à un moment donné, ils ont failli que la maison était fermée, on n'en serait pas là. Et donc, c'est qu'à un moment donné, ils ont maintenu la dynamique. Je pense à tous ceux qui ont été rédacteurs en chef ici, Tranquillin à Cadbenoté, James William Baguidi, je pense à Loris Freddy Davor, je pense à Père Sondam Peggy Ligui Davor. Donc, toutes ces personnes ont contribué à garder la maison debout. Et oui, lui, il vient maintenant avec cette dynamique aussi, cette vision, et qui poursuit ce que les autres ont maintenu. Et
il faut qu'on prie pour lui, pour qu'il ait quand même la force de continuer à faire le travail. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'au-delà d'ici, hier, je lui ai écrit un message. Bon, quelqu'un lui a écrit un message, et il en riait, mais moi, je lui ai répondu, et il a dit Amen. Je pense qu'au-delà d'ici, après, quand il aura fini sa mission ici, je veux bien le voir au sommet, à des postes plus élevés que ça. Il le mérite parce qu'il a montré ses preuves. Il est déterminé. C'est un grand manager. Ce sont nos prières pour vous ce matin, monsieur le directeur général d'Oclam Abalo. Si vous ne nous suivez pas, quelqu'un va vous passer le message. Revenons au débat maintenant avec, bien sûr, notre réalisatrice toujours prête à nous suivre. Le premier thème de ce matin, on va parler donc des velléités de résurrection d'anciens partis après le PRD. La RB s'annonce. Quel quotidien en parle? C'est Matin Libre. Oui, un autre quotidien revient pour montrer la photo de Ganiou Soglo, mais également le logo, oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai vu ce logo-là. Voilà, ça me rappelle. Ça nous vieillit un petit peu oui, quand même. Tout à fait. Eh bien, Oumar Adéandjou, Laurent Roland Toneikes, oui, voilà, merci à Rebecca qui nous affiche, oui, ceux qui ont vu, bien sûr, ce logo, ça fait longtemps, ça me rappelle vraiment des choses, oui, ça me rappelle l'année 90, 1991, après les élections, il fallait partir aux élections à l'époque, et puis le logo a fait son temps, on l'a vu pendant notre enfance, parce que pendant les campagnes, donc, et voilà, est-ce que le oui là va zéroer encore, effectivement, on va en parler sur ce plateau, Laurent Roland Toneikes, à l'heure où l'on est en train de faire la réforme du système partisan et que l'on continue de maintenir le cap dans ce sens, est-ce le moment que des partis déjà, je peux dire morts? Oui, on peut le dire, en tout cas pour ces deux-là. Morts, soit ressuscités encore. Est-ce possible d'abord, Laurent Roland Toneikes? Je crois que, je ne sais pas si c'est avec vous que j'ai annoncé la semaine dernière. Oui, c'était avec moi. Il y a la FB qui se préparait à faire une déclaration. Je crois que les gens, puisque certains m'ont attaqué après, en privé ou publiquement, j'ai dit, mais écoutez, attendez. Je crois qu'ils ont la confirmation. Tout à fait. Et le monsieur dit que c'est une promesse qu'il a faite à sa mère. Wow. Alors, moi, je pense sincèrement qu'une chose. Et vous savez, je pars de... On va être très technique. Oui, hein. oui. Je pars d'un principe. Odel Latin, quand il voulait faire la démonstration avec le PRD, a dit que les partis ont été dissous et que c'est les individus qui ont rejoint l'EP. Vous vous souvenez, vous avez suivi cette déclaration? Oui, je l'ai suivi. Et donc, à un moment donné, les vrais géniteurs du parti RB, c'est qui? Parce qu'on sait très bien dans quelle situation les Georges Bada, qui est en exil aujourd'hui, les Abraham Zindohwe, je ne vais pas citer d'autres noms, ont participé ou ont œuvré pour la dissolution de ce parti, sans le consentement de Soglo. Et donc, c'est un dossier qui pouvait revenir à tout moment. Je ne sais pas que j'encourage ça. Parce qu'aujourd'hui, on a dit, réforme du sympathisant, le parti est dissous, les gens sont rentrés, mais est-ce que c'était avec le consentement des vrais géniteurs du parti? Parce que qu'on le veuille ou non, la RB a été créée par une famille. On peut revenir pour dire oui, on n'est plus à cette époque où les partis sont créés par des familles. Mais à un moment donné de l'histoire du Bénin, que vous soyez né en 95 ou en 96 ou que vous soyez né en 60, tout le monde est conscient et d'accord sur le fait que la RB a été créée sur l'initiative d'une personne d'abord, Madame Rosine Vira Soglo, feu Rosine Vira Soglo. Et la famille, c'était devenu comme un patrimoine de la famille. Et d'ailleurs, c'est avec ça qu'ils ont fait un feu de tout bois, de 90 ou 91 à 2016, si vous voulez, parce que c'est avec la RB qu'on les voyait dans les alliances ou dans les unions, Union fait la nation, ou je ne sais quoi. Donc, autant de choses sur lesquelles je pense que véritablement, il y avait ce problème. Maintenant que la RB a commencé son débat avec l'UP, c'est que eux, à un moment donné, c'est tellement ça les a réveillés. Ils se sont dit, nous-mêmes, on peut rentrer dans la danse. Vous parlez de PRD. Quand le PRD a commencé son débat, voilà, la RB, puisque l'autre a dit que sa mère lui a demandé de reprendre la RB, qu'il lui a fait la promesse et qu'il le fera, c'est qu'il a dit, bon, si ceux-là font ce débat là-bas, là,
Et nous, là, qui sommes des géniteurs du parti RB, si nous n'avons pas participé à ce qu'ils ont fait, c'est les gens qui ont été faits. Il faut l'avouer, ils peuvent ne pas être d'accord avec moi. C'est les gens qui ont été faits par la famille Soglo, à un moment donné. La preuve, j'ai toujours démontré ici que les quelques têtes qui ont tenté de défier la famille Soglo en quittant la RB n'ont jamais réussi à se faire élire. À l'exception de Azanaï qui a pu se faire réélire en rentrant dans l'Union fait la nation. Est-ce qu'officiellement, tel qu'on a vu la fusion aux yeux comment dire, la fusion faite par l'UP et PRD, est-ce que la RB est où? Est-ce que c'est dans l'Union progressiste ou bien c'est dans le bloc républicain? Non, le problème, non. Il y a des gens qui sont certainement allés au bloc républicain. D'accord. Il y a des gens qui sont allés à l'UP le renouveau. C'est de ça que je parle pour dire en réalité que... Je sais là où je vais. Est-ce qu'officiellement, ce parti est allé rentrer dans un grand bloc? Non, pas tous les membres. Alors, voici ma question pas forcément, puisque je n'ai pas les statistiques, mais ce n'est pas évident. Peut-être qu'il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui. Oui, je parle des hommes. Il a commencé par parler des hommes. Les gens qui sont dans LD. Voilà, je reviens à ma question. Ça, c'est les hommes qui sont allés à des endroits donnés. Mais on a vu que dans le cas de l'UP et du PRD, il y a eu une réelle fusion. Même le R est parti d'un côté avec la cancer qui est venue. Mais dans le cas de la RB, est-ce que des partis se sont mariés? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il est encore possible que ce parti renaisse avec le même nom? Ça va être une bataille juridique. Encore? Oui, ça va être une bataille juridique parce que dans le cas du PRD, c'est que le patron du PRD est allé vers l'UP. Et c'est à supposer que tous ceux qui étaient PRD l'ont suivi pour aller là-bas. Mais dans le cas de la RB, c'est quand on est en train de constituer un parti fort, que les militants ou membres de ces partis sont venus vers UP et sont devenus membres fondateurs. D'accord. Tout comme la famille Soglo était famille fondatrice de la RB. Maintenant, ceux-là estiment, parce que vous allez voir l'honorable Godonou qui est proche de Roselyne Vieira Soglo, qui est maintenant député démocrate dans la 16e circonscription électorale. Donc, il y a que aujourd'hui, Galiou, sur quel argument il va se batailler pour gagner ce combat juridique, je ne sais pas. Sauf que si on suit la logique de ce que la RB était créée par une famille, mais en fait, à un moment donné, dans la quête de contribuer à créer un parti fort, l'UP, les gens estimaient qu'il fallait dissoudre le parti. Est-ce que, et puis tout le monde a vu le débat, hein, tout le monde a suivi ici, c'était sans le consentement de la famille Soglo. Parce qu'en son temps, ils n'étaient pas d'accord, ils ont bataillé. Le père. Il y avait plus de militants, les gens. Voilà, parce que ceux qui étaient membres du bureau, à l'exception du président, en tout cas, de Foué Vieira Soglo, le président Soglo et de ses enfants, et que les autres ont dit non, écoutez, ça n'existe plus, nous allons de l'autre côté dans le parti UP Le Renouveau. Donc, c'est pour ça que je dis, est-ce que véritablement, c'est un argument qui va compter pour lui, pour qu'il puisse résister la RB? Est-ce que véritablement, de toute façon, il y a une chose qui est sûre, cette bataille va durer, le temps que ça va durer. Malheureusement, il ne peut pas utiliser les attributs de la RB. S'il utilise ça, malheureusement, il sera réprimé. Les attributs, c'est le nom déjà. Le nom, et le logo. Parce que c'est constitué que ce parti est dissous et les gens contribuent à la dissolution, travaillent à la dissolution du parti qui n'existe plus. Mais tant qu'il a créé ou qu'il n'a pas, qu'il a dissous ou pas, ça n'intéresse peut-être plus. Parce que là, il n'aura pas gain de cause. La seule chose qu'il peut faire, c'est que c'est d'espérer peut-être qu'il sera en train de traîner ça jusqu'en 2026. Si un autre gouvernement vient, peut-être, il peut avoir gain de cause et être rétabli la RB. Mais pour le moment, c'est impossible. En fait, il rêve, c'est un rêve qui peut être concrétisé au-delà de 2026. Mais actuellement, ce n'est pas évident. Oumar, on va rappeler quand même un moment où, au début de 2016, on a vu quand même quelque chose se créer comme résistance. On a vu une main levée au siège du parti, le siège de Vidolé, à Kourounou, vous vous en rappelez. On nous parlait de résistance et la RB avait adhéré en quelque sorte à cette résistance. Et puis, avec le temps, avec le système avec les réformes qui ont commencé, après, on n'a plus rien entendu. Quelques années, nous voici. On nous parle de RB encore, et puis c'est Ganiou qui veut porter
Quel est votre regard sur les analyses faites par Laurent et la situation? Est-ce que la démarche, voilà. Oui, déjà par rapport aux propos de Laurent, il faut être honnête, ses propos sont en tout cas d'une logique implacable, c'est frappé du coin du bon sens, en tout cas ce matin. Je suis complètement d'accord avec lui. Comme d'habitude, ce matin. Mais le problème c'est quoi? Tout ce qu'il a dit, c'est que ça suggère en moi quelques questionnements. Comment le parti a pu être dissous sans les Soglo? Quelles mains les Soglo ont donné au bureau, comme on appelle, au bureau? Comment est-ce qu'ils ont laissé le bureau agir? Parce qu'un parti politique, c'est d'abord le bureau directeur qui est le premier responsable. Même si vous êtes les géniteurs, même si c'est vous les précurseurs, quel que soit ce que vous êtes dans le parti, le bureau directeur est l'instance qui décide. Ça. Si le bureau directeur décide la dissolution du parti, quel que soit ce que vous allez dire après, ça sera bien compliqué. Ça, c'est par rapport aussi à M. Galiou Soglo. La bataille juridique que Laurent annonce, moi, je ne sais pas comment est-ce que ça va se faire, sur quelle base ça va se faire, parce que les règles aussi sont plutôt claires aussi. Même si on parle de système partisan, c'est de l'ordre de la logique. Vous venez avec votre parti, vous dites, à partir de maintenant, on ne veut plus exister au profit donc des nouvelles réformes qui sont en cours. Ne venez pas 2, 3 mois après, 1 an, 2 ans après pour venir dire non, on veut encore reprendre notre parti. Il y a quelque chose qui sera bien compliqué à admettre pour en tout cas le juge qui va peut-être délibérer. Quels sont les arguments qu'il va mettre sur la table? C'est parce que le parti a été créé peut-être par sa mère ou bien son père qui va dire non, parce que c'est eux qui l'ont créé, je veux les no-go, je veux tout. Mais le bureau directeur du temps que tes parents ont eux-mêmes contribué à mettre en place, parce que s'ils n'avaient pas donné la main à ces gens-là pour être donc l'instance dirigeante donc de ce parti, mais à aucun moment, ils ne pouvaient aller. Donc, ce sont ses parents, donc, qui, finalement, quelque part aussi, qui l'ont voulu. Ça, c'est un peu pour répondre à Laurent. Parce que si vous donnez la main à des gens, que vous estimez qu'ils sont avec vous, ils sont dans votre vision, et que juste après, ces personnes-là, qui sont dans votre vision, disent, voilà, maintenant, on ne veut plus de ce parti-là. Nous, on veut donc se conformer aux nouvelles règles qui sont en place dans le pays. Ne venez pas après vous plaindre, parce que c'est vous-même qui leur avez donné la main, même si vous êtes les géniteurs. C'est là où je trouve que ça sera bien compliqué. Maintenant, au-delà de tout ça, moi je vois, c'est sincère, hein, je vois des politiques qui ont envie de se mettre encore sous les projecteurs, qui ont envie de se repositionner sur l'échiquier politique. C'est le cas avec Maître Adrien Ngwedi qui a réussi, mais d'une manière incroyable. C'est de la stratégie politique. Pour moi, hein, c'est un politicien fin. Enfin, un politique fin, pour ne pas utiliser le terme politicien qui pour moi est un peu péjoratif. C'est un politique sain, fin. Qui connaît ce que c'est que la politique. Depuis le 1990, c'est un stratège politique. C'est un stratège politique, un animal, un dinosaure. Et donc, il a compris qu'à un moment, il faut frapper du poing sur la table pour faire de la poussière, pour voir un peu comment est-ce que tout ceci va tout le monde va réagir. Et après, tu reprends encore donc toute ta place dans l'arène politique. Et je crois que c'est ce qu'il a fait et cela se voit aujourd'hui. Je crois que M. Galiou Soglo également est dans cette logique-là. Parce que depuis un moment, on n'entend plus parler des Soglo en réalité. Oui. À part le PP qui, de temps en temps, sort, va voir un peu chez les démocrates, il exprime ce qu'il pense dans le pays. Il entend écrire un livre également. Voilà. Et moi, je vous dis, j'aime en tout cas sa logique. Quand ça ne va pas, quand ça ne lui convient pas, il le dit. Et quand il trouve que c'est bon aussi, il le dit. Pour moi, c'est comme ça que les choses doivent évoluer. Être le plus objectif possible, avoir des critiques qui sont vraiment sincères et qui vont dans le sens de l'évolution du pays. Ça, c'est ce que moi j'adore. Maintenant, au-delà de ça, il faut que les Soglo reprennent aussi du poil de la bête sur le plan politique. Et je crois que c'est dans cette logique-là que M. Galiou Soglo est, parce qu'on n'entend plus parler. Le grand frère, il est, on va dire, de l'autre côté. Voilà. Donc, lui, maintenant, il est le porte-flambeau, finalement, de cette grande famille-là, sur le plan politique au Bénin. Et il veut démontrer, et il veut pouvoir... Moi, je pense qu'il est dans cette logique-là. Parce que on n'est pas à l'église, en réalité. Un peu comme Daniel Eda, à qui on a donné l'onction, on lui a dit, bon, toi, tu seras président. Ça compte pour l'église. Qui lui a donné l'onction? Bon, il paraît que c'est un pasteur sud-africain. C'est pas pareil, c'est du réel, un pasteur. Voilà. Là, il est dans la foule. J'ai même vu
les images. Vous n'avez pas vu les images? Il a été béni ça existe, les images. Il a dit qu'il serait. J'en ai parlé ici pour dire. C'est pas un montage, ça? Non, c'est la réalité. Un montage, non? Et donc, c'est la réalité. C'est pas de l'intelligence artificielle. Si les gens mettent le truc là de l'œuf sur les yeux, ferment les yeux, négocient avec les pasteurs pour qu'on leur ouvre les yeux, c'est arrivé. Vous savez, dans ce monde, il y a toutes sortes de choses. Je crois. Je ne dis pas non. Je ne veux pas dire que les miracles n'existent pas. J'ai même critiqué cette affaire ici. Il y a des négociations. J'en ai parlé. Moi, je n'ai pas eu froid aux yeux en disant. Vous l'avez dit, vous avez été le premier. Il a été le premier. Bien que je sois chrétien évangélique, ça ne m'empêche pas de discrépance d'une situation. Et j'étais même étonné ce jour-là. Je me suis dit, mais comment on appelle Roland, le presque pasteur qui non, mais il est comme le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Quand c'est bon, il le dit. Quand c'est pas bon aussi. Et donc, moi, je pense que M. Galiou Soglo est exactement dans la même logique. Pour moi, c'est la même logique. D'accord. Que Mémé Vieira Soglo repose en paix, que son âme repose en paix. C'est une personne qui a donné beaucoup pour ce pays-là. On ne peut qu'avoir des pensées très, très, très bonnes pour cette dame-là. Mais je dis qu'il se calme. L'âme de Mémé ne lui fera rien. Parce que même s'il a promis. Oui, même s'il a promis, ça sera bien compliqué. C'est celui qui nous suit ça sera très compliqué face à la justice. Vous avez dit sous le parti, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Passez à autre chose. Ou bien, revenez, voilà, créer un autre et proposer ces nouveaux logos-là. Et peut-être qu'à partir de ce moment... Il promet sa maman. Il promet sa maman, c'est possible. Il me plaît bien de repréciser le contexte dans lequel la dissolution est intervenue. Voilà. Allez-y. En 2017, le club de Georges Bada, Abraham Zindouré et autres, une vingtaine, ont destitué le président Léa Soglo, qui était jusqu'à cette date, le président du parti RB. Et ils ont désigné Georges Bada comme président de la RB. Oui. Il y avait eu deux camps. Et il y a l'aile de la famille Soglo, il y a l'aile de Georges Bada, Abraham Zindouré et consorts. Et ils avaient prévu un congrès parce qu'ils reprochaient à Léa Soglo de n'avoir pas organisé le congrès depuis 2015. Parce qu'il devrait avoir un congrès en 2015 pour soit changer le président du parti ou reconduire le président du parti. Mais qu'il vous souvienne que dans la période là, Léa avait commencé à avoir des problèmes avec le pouvoir central. Et dans cette foulée, ceux-ci ont décidé maintenant de lui reprocher le fait de n'avoir pas organisé de congrès et d'organiser leur camp de fondeurs. Et ils avaient voulu organiser un congrès à Cotonou. Et la famille Soglo s'était déplacée avec feu Vieira Soglo pour aller faire une démonstration à Bomé, dans leur fief, à proprement parler, l'un de leurs fiefs, pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Donc c'est dans ce contexte que les Georges Bada et consorts ont pris la tête du parti et ils sont maintenant allés dissoudre le parti parce que leur groupe, ayant constitué un nouveau bureau maintenant, en tout cas, c'est donner le pouvoir de dissoudre le parti. Donc, c'est pour ça que je dis que, dans une certaine mesure, en réalité, ce bureau dirigé par Georges Bada, à l'époque, n'avait pas été avec un bureau mis sur pied avec le consentement de la famille Soglo, parce qu'il y avait une fronde. C'est pour ça que je dis quelque part, sur la base d'un certain nombre d'éléments, je ne sais pas. Et c'est pourquoi je dis, là maintenant, il va dénoncer, il va annoncer, il ne pourra rien faire. Peut-être qu'après 2026, il peut avoir la chance, s'il y a le pouvoir changer de main, d'avoir le soutien du pouvoir, du prochain pouvoir, et de revenir aux fondamentaux de la RB, parce qu'entre-temps, les autres qui n'étaient pas géniteurs du parti, mais qui étaient membres et qui ont créé la fronde là, pour faire le camp là, peut-être qu'ils pourraient avoir raison sur eux. Je ne dis pas qu'il aura raison, forcément. Mais je reprécise le contexte pour dire, voilà dans quelles conditions ceux-là, parce que vous avez estimé que, comment est-ce qu'ils ont réussi à dissoudre le parti? C'est pour vous montrer qu'à un moment donné, ils se sont rebellés contre les géniteurs, ce qui est normal, parce que si vous n'organisez pas de congrès pendant de 2015 à 2017 et que vous créez, il y a une situation et que vous êtes en difficulté, les autres vont profiter pour surfer là-dessus. Ils ont profité pour surfer sur une situation, pour créer leur camp de fondeurs et ils ont réussi à prendre les choses en main, ce qui leur donne le pouvoir d'aller dissoudre le parti. Mais est-ce qu'à proprement parler, dans ces conditions-là, cette dissolution du parti, on peut tous ensemble encourager cela? Demain, quelqu'un d'autre
peut se lever dans un parti politique parce qu'il n'est pas d'accord avec le président, et puis après on s'entend, et puis on désigne un autre bureau, on dissout le parti. Est-ce que ce qui est fait là, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est correct? Je n'en sais rien. Mais j'essaie de poser la situation pour que chacun apprécie. Très bien. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Pour finir avec le sujet. Pour finir. Peut-être que les juges vont analyser cet aspect-là que vous dites, c'est-à-dire le juge qui aura la fin en main, peut-être dans le temps, va analyser cet aspect et voir est-ce qu'on leur a volé, parce que c'est un peu l'idée, est-ce qu'on leur a volé à un moment? Ou on leur a forcé la main. Voilà. Si on leur a volé leur parti à un moment, c'est possible que le juge réagisse. Mais je dis une chose, vous, Laurent, vous savez, qui a fait Abraham Zido dont vous parlez? Les Georges Bada, qui les a? Voilà. Donc si c'est eux qui l'ont fait, ça veut dire que ça, à un moment, ils ont fait confiance à ces gens-là. Ils leur ont donné le parti à un moment. Ils leur ont permis de venir dans le parti et d'être des membres influents. Une fois étant des membres influents, ils ont pris le parti en main. Et je reviens sur une chose. Je dis, à moins que notre justice soit une justice qui est variable, qui est ondoyante, qui change du jour au lendemain. Parce qu'il y a un président qui a changé. Ça serait bien compliqué pour eux. Parce qu'il y a une règle qui est implacable. Qui décide à la tête d'un parti politique? Vous et moi, vous le savez. C'est comme ici maintenant, nous sommes là. On décide. Qui va décider? Si donc l'âme n'a pas décidé, par exemple, de quelque chose à la télévision, mais il est clair que le rédacteur en chef, par exemple, va décider. Donc, qui décide à la tête de la RB en ce temps-là? C'était le bureau exécutif. Donc, le bureau exécutif a décidé, mais c'est terminé. L'affaire est close. Théoriquement, c'est ça. Maintenant, il se peut que le juge analyse. S'il y avait un congrès normal avec la famille Soglo, tout le monde, avec toutes les composantes du parti RB, et ce que vous dites là, ça se passe comme ça, je suis d'accord. Je dis à un moment donné, il y a un camp de frondeurs, d'accord, qui a décidé de façon unilatérale de destituer Léa Dissoglo et de désigner Georges Bada comme président. Et c'est là que le problème a commencé. Vous donnez une piste aujourd'hui à M. Soglo, à M. Galiou en tout cas. Non, pas une piste. Pour savoir comment est-ce qu'il va... Non, il est de la famille Soglo. Il a vu, il a suivi tout. Sa mère était là. Et on a vu comment la mère en a souffert à un moment donné. Moi, j'estime que s'il y avait un congrès normal et qu'aujourd'hui, Léa Dissoglo revient, tout ça là, je pourrais peut-être dire, mais écoutez, monsieur, de quoi vous parlez? C'est qu'à un moment donné, il y a eu de la fronde. Et donc, on ne peut pas encourager une fronde dans un parti politique à un moment donné où les gens décident de façon de faire leurs choses parce qu'à un moment donné, ils veulent tous aller quelque part parce que ça les arrangeait. Aujourd'hui, Georges Bada en difficulté, allez lui poser peut-être la question de savoir s'il est toujours d'accord avec ce qu'il a pu faire peut-être. C'est une question que je pose. Ce qu'il a posé comme action dans le temps. Voilà. Je prends Gildas à Concan. Allez lui poser la question peut-être. Est-ce qu'il est encore fier de ce qu'ils ont fait en 2017 ou 2018 là? Peut-être il peut vous dire autre chose. C'est vrai qu'il en a profité à un moment donné. Donc moi je pense qu'à un moment donné, les gens voulaient aller quelque part ensemble. Ils ont utilisé d'autres. Ils ont créé leur situation pour faire leurs choses. Maintenant aujourd'hui il revient. En tout cas, parce que les Galiou Soglo, la seule chose c'est la justice. Maintenant, j'insiste là-dessus, qu'ils ne fassent pas l'erreur d'aller brandir pancarte de RB quelque part. Parce qu'il sera réprimé. Il serait dans l'illégalité. Simplement, il sera réprimé. Donc, j'estime véritablement. Et qu'il fasse très attention et qu'il comprenne que, oui, à un moment donné, formellement, il n'a pas le droit d'utiliser les attributs du parti pour le moment, jusqu'à ce que peut-être la justice lui donne raison. Très bien. Omar, votre mot de la fin? Non, je pense qu'on a tout dit. Bataille juridique? Oui, pour moi, ça sera peut-être la bataille juridique sur essentiellement cet aspect-là. Sinon, sur les autres aspects, je me demande comment est-ce qu'il va faire. L'aspect, c'est-à-dire la fronde qui a eu lieu au sein donc, de la RB dans la période avant la dissolution, peut-être que s'il a des documents qui prouvent que ces personnes-là n'ont pas très bien agi, et c'est-à-dire documents à l'appui, il arrive à convaincre le juge, je pense qu'à partir de ce moment, peut-être qu'il aura la RB. Mais ça sera bien compliqué parce que moi je suis, enfin, il faut être légaliste à un moment. Qui dirige un parti politique? C'est le bureau directeur. C'est cette instance-là qui décide de tout au niveau du parti. Oui, mais même si c'est un bureau de frondeurs, ils ont réussi quand même à se mettre à la tête du parti. Même s'il y a une fronde, il n'y avait qu'une seule RB. Et donc cette seule RB-là était dirigée par qui? Même s'il y a plusieurs clans dans le parti. Je suis d'accord qu'à un moment donné, sur le motif évoqué, c'est vous ne pouvez pas être, on doit avoir congrès en 2015, vous n'organisez pas jusqu'en 2017, c'est que vous avez failli. Parce que vous auriez dû organiser en 2015 ou préparer pour... Ça, c'est déjà un argument qui va contre la famille Soglo déjà. C'est déjà un argument qui va contre la famille Soglo. Les autres avaient raison finalement à un moment de se rebeller. Ils ont surfé sur un terrain favorable.
il n'y a pas de congrès, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ils ont oublié qu'ils ont tous été faits par la famille Seglo. Le problème, c'est que, non, là maintenant, on vise grand. Donc, on veut aller quelque part. Si vous n'êtes pas d'accord, nous, on s'arrange pour faire. Et ils ont cela pose bon, allez-y, cela pose. Pour moi, cela pose deux petites problématiques quand même. Qui est-ce que nous choisissons lorsque nous sommes partis? Parce qu'il y a des gens qui sont nés leaders de manière naturelle et qui créent des partis politiques. Je pense à plein parmi eux et qui s'entourent par exemple de jeunes sans forcément les connaître. Vous comprenez un peu? Et finalement, ces jeunes-là, à un moment, peuvent se rebeller contre eux. Je pense que nous sommes un peu dans ce cas-là. Donc, nos politiques aussi doivent savoir que, attention, j'ai cette âme-là de leader. Je peux donc créer un parti politique. Je peux faire avancer mon pays à travers la politique, mais de qui je m'entoure? Voilà la question aussi qu'il faut se poser à un moment. Bon, sinon, pour moi, ça sera bien compris. Vous savez, Galiou Seglo n'a pas réagi en 2023, en 2024, d'abord depuis 2017, qu'on a créé l'UP en décembre 2018, n'a pas réagi. Jusqu'au décès de sa mère, son père là, n'a pas réagi. Et en 2025, subitement, on apprend et puis il confirme par sa sortie qu'il veut ressusciter l'ARB. J'ose croire qu'il n'est pas seul dans ce projet-là. Sûrement, il y a même peut-être d'autres personnes de l'ARB qui ont contribué peut-être au schéma de 2017, qui sont peut-être derrière lui dans l'ombre. Voilà, c'est là où il faut réfléchir. Pour le renforcer. Donc, je ne pense pas, seul il ne pourra pas. Son père est déjà fatigué. Il ne pourra pas mener cette bataille. Son frère est hors du territoire. De là-bas, il ne peut pas faire grand-chose. Mais je pense véritablement que Galiou Seglo, certainement, a des appuis, soit directement ici ou soit autour, et qui font que, oui, il veut foncer droit maintenant. Très bien. Merci pour tout ce que vous avez apporté en ce qui concerne ce thème. Si vous venez donc de nous rejoindre, sachez que vous suivez Matin d'Éden, l'émission matinale qui a démarré avec les analyses après donc la première rubrique qui a permis de visiter une des journaux. On va passer au second thème. Eh bien, on parle de Radio Univers, le héros, le révélateur et compagnie. Si vous ne le savez pas, nous sommes dans le microcosme universitaire avec la presse universitaire à présent. La HAC annonce de nouvelles profondes réformes institutionnelles. Oumar Adéandjou, est-ce qu'on peut dire ouf? Oui, moi je pense qu'il faut pousser un ouf de soulagement. D'abord parce que l'annonce est faite. Et maintenant, attendre maintenant que les autorités, en tout cas la HAC en première position, passe de la parole à l'acte. C'est important pour ces presses-là. Nous trois, par exemple, qui sommes sur ce plateau-là, même les meilleurs d'entre nous, qui ont pu finalement aller faire de grandes écoles et avoir de très beaux diplômes. C'est vrai que nous aussi, on s'est battus juste après Radio Univers pour avoir des certificats, pour avoir un certain nombre de choses, pour pouvoir donc exercer ce métier-là aujourd'hui. Ces presses-là représentent, comme on appelle, la pépinière qui a pu former toute cette classe-là de journalistes depuis le temps. Jusqu'à aujourd'hui, ils en forment. Au Bénin. Il n'y avait pas d'école. Tout à fait. Même aujourd'hui, lorsqu'il y a des écoles, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai été longtemps rédacteur en chef comment on appelle, dans une télévision, même coordonnateur. Et à chaque fois, j'ai toujours eu besoin d'avoir des journalistes. Mais je vais vous dire une chose. La plupart des journalistes qui ont été formés par Radio Univers, le héros, le révélateur ou encore d'autres presses universitaires, parce que ce n'est pas les seuls, la plupart du temps, sur le plan de la pratique, croyez-moi, mais ces jeunes qui sortent de là-bas sont impeccables. Ils sont formidables parce que tout le temps, ils ont eu l'habitude du micro. Quand tu vas à comment on appelle, la Radio Univers, mais tu es tout de suite mis dans le bain avec une grande rigueur. En tout cas, à nous, notre époque, la rigueur était énorme. Quand tu choisis de faire une émission, mais c'était comme si tu étais à Eden, c'est obligatoire, tu connais les heures, tu viens à l'heure, et tu dois faire le travail comme cela se doit, mais avec le plus grand professionnalisme. Et croyez-moi, les gens ont cru à un moment que on se faisait former n'importe comment à Radio Univers, mais on lisait exactement les mêmes livres que tous les autres lisent en matière de journalisme. Il y avait plein de choses qu'on lisait. Les mêmes exercices, on les faisait. Et les professionnels du milieu venaient des cadres qui avaient été formés au CESTI et tout ce monde-là qui venaient donner également la main. Donc, moi, je pense que c'est une pépinière,
c'est comment on appelle la presse école. Pour moi, oui, la presse universitaire, c'est la presse école, et il faut continuer à avoir un œil dessus, à être, c'est-à-dire, il faut que l'État mette véritablement la main dedans. Mettre la main dedans, ce n'est pas que on va venir chambouler tout. Laisser toujours les étudiants s'organiser entre eux, mais pourquoi pas avoir ce regard-là qui va permettre, parce qu'on dit que nous sommes le 4e pouvoir, et si le 4e pouvoir est mal formé, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Donc aujourd'hui, la presse universitaire fait partie donc de ceux qui forment les journalistes. Parce que les règles, en tout cas, partout dans le monde, pour être journaliste, il faut d'abord avoir une licence. C'est la règle principale. Le reste maintenant, voilà, il y a des certificats, il y a l'expérience, ainsi de suite, ou bien même aller dans une école de journalisme et faire donc du journalisme. Ça, c'est ce qui est la ligne la plus idéale. Aller, c'est ce qui est le plus intéressant. Maintenant, quand nous n'avons pas cette chance-là, parce que tout le monde, on sait ce que ça coûte, une école, comme on appelle une école de journalisme, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le faire. Donc, on va finalement à Radio Univers, on va finalement au niveau du héros, on va finalement au niveau du révélateur. Et pour citer encore une autre presse universitaire à laquelle moi j'ai appartenu, c'était une presse religieuse qui était universitaire également, à Salam, le journal des musulmans. J'étais là-bas, j'ai été le directeur administratif pendant un bon moment. Donc, c'est pour vous dire quoi? Cette presse-là joue un rôle fondamental dans la formation donc, des journalistes. Et il faut que donc, les autorités aient un œil dessus en envoyant des formations là-bas également. De la même manière qu'on fait dans les médias classiques, il faut faire former les gens également là-bas. S'il y a des circuits où on peut mettre tous ces jeunes-là dedans pour pouvoir les former, pour avoir encore une presse encore plus professionnelle, encore plus respectueuse de l'éthique et de la morale, ça serait très intéressant. Et je pense que c'est un gros ouf de soulagement. Sans oublier également tout ce qu'il y a comme problème. Depuis nos départs, comment est-ce que ces prestations, on a des échos qui ne font pas véritablement honneur. Vous savez de quoi je parle, Moriagua. Des problèmes ils ont pris l'argent pour faire ci, ils ont mal géré ci, et c'est entre eux étudiants, c'est pas intéressant. Alors qu'à notre époque, c'est devenu un problème avec les filles aussi. Voilà, et c'est l'occasion également. Voilà, c'est pas intéressant. Moi, je pense que la HAC doit s'associer également de grands noms, des fondateurs également de cette presse-là. Pour la presse écrite, je ne connais pas vraiment tous les fondateurs, mais ne serait-ce que Samuel Elijah pour Radio Univers, c'est quelqu'un peut-être je peux vous citer Charles Tokor. Voilà, Charles Tokor par exemple, voilà des grands noms. Beaucoup de personnes ne savent pas comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Ils sont passés par là également. Donc, il faut que la HAC vraiment fasse les réformes comme cela se doit. Agapite Napoléon. Agapite Napoléon, qui aujourd'hui est à ETL. Donc, tout ce monde-là doit pouvoir se lever également et donc agir dans ce sens-là. On peut les associer pour donc remettre les choses en place. Avant, ça se faisait très bien. Moi, je me souviens, mais je partais au programme, comment on appelle, à la rédaction de Radio Univers, à la formation, comme si j'allais au cours à l'université. C'était exactement la même chose. Ouais, bien sûr. Voilà. Et nos diplômes étaient co-signés finalement à un moment, je crois, par l'administration également. Voilà, le recteur. Donc, ça donnait une certaine valeur parce qu'ils ont senti qu'il y avait du sérieux dans ce qu'on faisait. Mais il faut être honnête, aujourd'hui, ça manque un tout petit peu de sérieux pour les échos que j'ai. Donc, il faut remettre les choses en ordre pour qu'on ne perde pas donc, toute cette force vive-là qui a envie, sans avoir les moyens forcément d'aller dans les grandes écoles se faire former, qui a envie également de faire ce métier-là. Voilà. Laurent Roland-Tonnerre, pendant longtemps, nous avons fait le débat en milieu universitaire par rapport à la reconnaissance de la presse, des organes de la presse universitaire. Parfois même, Radio Univers est appelée Radio Pirate et on nous dit qu'il n'y a pas de statut prévu, qu'il faut faire le processus, faire une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour avoir des statuts pour la presse universitaire et tout. Le débat a été fait depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Et puis voilà, une RAC, la 7e, qui d'ailleurs va célébrer les 30 ans de la création de l'institution à partir de demain. Et donc, à travers un colloque, voilà, cette RAC qui maintenant pense quand même à faire des réformes institutionnelles dans le milieu universitaire. Comment vous appréciez cette démarche? D'abord, c'est une question de volonté d'abord. Oui, on l'a toujours dit, quand on était étudiant responsable en milieu universitaire, que c'est une question de volonté politique. Voilà. Voilà. Alors, si vous permettez, c'est pas trop dit ou méchant de le dire comme ça, que voilà, dans un pays où des journalistes compétents sont formés par des structures entre griffes illégales.
à proprement parler, parce que c'est des initiatives personnelles qui ont contribué à l'avènement de l'Euro, le révélateur, Radio Univers, si vous voulez. Aujourd'hui, quand on arrive, on cherche à avoir un statut juridique pour ces médias, je crois qu'on ne peut que apprécier. Nous avons tous, nous sommes tous trois... Des produits, comme on a l'habitude. De Radio Univers. Tout à fait. Tous. Donc, si Radio Univers n'existait pas, mon expérience, je l'ai raconté une fois, en terminale, mon professeur d'histoire géo a pris le contact pour moi pour que j'aille au CESTI. Mais il fallait que je trouve quelqu'un qui m'envoie au moins 80 000 par mois pour manger et payer le loyer. J'avais personne. Une petite phrase. Moi, je dis à mon père, je vais faire du journalisme. On fait ça maintenant quelque part là. Tu n'es pas mon seul enfant. Donc, vous voyez, donc à un moment, on avait ce talent-là, on avait cette passion-là. Radio Univers. Mais tu n'es pas mon seul enfant. Oui. Donc, vous voyez, et ça, quand j'ai fini, j'ai eu le bac. Après, personne pour m'aider. J'avais personne à proprement parler. Dieu m'a fait grâce. J'ai été à l'université, j'ai constaté qu'il y a Radio Univers. Il y avait Radio Univers et celui qui m'a même le plus encouragé, c'est Judo Agboboko. Oui, Judo que j'avais vu quand j'étais en première. De la promotion 2004. Voilà. Ouais. J'étais un technicien. Je l'ai vu au portail, on était en train de faire grève, il était dans l'INSEP et je l'ai vu là, on a pris contact. Donc après le bac, je l'ai vu effectivement à l'université et il m'a dit, mais tu veux faire quoi finalement? Je suis dans telle faculté. Il dit, ben, et la radio là, tu veux plus faire le journal? J'ai dit oui. Il dit, bon, il y a le test à telle date. Donc vous vous imaginez, ça m'a permis d'aller me faire former. Aujourd'hui, je vis de ça. Donc, je pense véritablement que quand c'est comme ça, il faut réorganiser maintenant et permettre à ce que ce soit une grande radio. On a eu une radio-école à Porte-Nouveau, si je ne me trompe. Donc, on transforme Radio Univers en radio-école avec un statut juridique à proprement parler. On encadre maintenant. Le héros également en presse, voilà. école. Et tout ça vient en appui à l'INSTIC aujourd'hui. Pourquoi pas? Voilà. Donc, et là, maintenant, les enfants font la théorie dans les facultés là-bas ou à l'école là-bas et ils viennent faire la pratique. Mais en même temps aussi, on ne va pas arrêter de lancer les recrutements chaque année. Merci. À côté, il faut former comme on nous a formés. Et je pense que moi, ça a toujours été. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'en avais appelé à la célébration de Samuel Elijah. Il est maintenant à la retraite. Il a eu une vision il y a plusieurs années en arrière. Il a créé Radio Univers. Il faut l'associer. Il a encore du potentiel. Il n'est pas vieux. Non, non, pas Ramenez-le là maintenant pour achever l'œuvre qu'il a accompli, qu'il a entamé. Il continue de faire son travail. Ça va participer à l'éclosion de nouveaux journalistes compétents. Parce qu'au-delà de tout, si chacun de nous, on devait aller au CESTI, on pourrait partir par faute de moyens, on n'est pas parti. Mais si cette radio peut contribuer à former davantage de journalistes talentueux, compétents, et qui peuvent servir le pays, autant mieux continuer à le faire et ramener celui qui a créé la radio là pour lui dire, bon voilà, vous êtes à la retraite, mais nous vous confions cette responsabilité là. Faites en sorte que là, ce que vous avez commencé là, que vous acheviez ça est très bien et que d'autres personnes soient formées. La plupart du temps, en tout cas, la plupart des journalistes, aujourd'hui, vous prenez 100% des journalistes, je n'aime pas de statistiques à proprement parler, mais quand je prends 60%, je crois, ou même 70%, je crois que ils ont tous pris par Radio Univers, le héros ou le révélateur à un moment donné. C'est une statistique. Vous voyez, et donc, je pense véritablement que l'État, l'ARAC va intervenir, l'État, puisqu'à un moment donné, il y a l'UAC, le rectorat qui voulait aussi intervenir là-dedans pour contribuer au renforcement de la radio, faire en sorte que... Et puis il faut souligner que la radio, toutes ces installations ont été ravagées par un incendie récemment. Et il y a un appel de fonds qui est en cours pour donc essayer de restaurer les équipements. Il continue de travailler. Donc là, il faut que désormais qu'il y ait un budget de la radio au niveau du rectorat pour contribuer à faire ce truc-là et faire en sorte que les anciens qui ont pris par là viennent partager les expériences avec les nouveaux journalistes. Je crois que la RAC est dans une bonne dynamique, il faut encourager cela. Beaucoup ont pris par là en flèche, ils n'ont pas passé beaucoup de temps à la radio parce que nous, on a eu la chance de rentrer à Radio Univers pendant qu'on était en première année. On a fait nos 4 ans à Radio Univers, mais d'autres, peut-être, c'est déjà en 3e année, en finissant, qu'ils passent par là en flèche, comme notre directeur a l'habitude de le dire, j'ai pris par là en flèche. Mais nous avons vu sa photo et son nom inscrits dans le livre, dans les archives. Je parle de notre directeur, donc là, Abalo. Je pense à d'autres qui ont pris par là, Doucis Haïssi, Ahmed Paraïso. Oui, Ahmed Paraïso, oui. Vous n'imaginez pas, il y a des gens qui ont fait Radio Univers qui sont aujourd'hui des officiers de la République, qui sont quoi encore, protocole d'État. Je pense à mon aîné, protocole d'État Gabin. Oui, il a pris par Radio Univers. Je l'ai vu
dans les locaux. Il fait partie de nos aînés. Je pense à beaucoup d'autres qui sont dans la vie. À l'ORTB, il y a beaucoup de personnes qui ont à l'ORTB, n'en parlez pas. Voilà. Il y a mais ce qu'il va ajouter, c'est pas SRTV maintenant. Pour finir. Juste pour finir, deux choses. C'est en une phrase chacune. Première chose, moi je suis reparti 2 ans après être formé à Radio Univers, ils m'ont envoyé en stage et tout, et je suis reparti. Je trouve des gens là-bas qui avaient été formés dans des écoles. Mais toi tu fais quoi ici? Mais tu étais de l'autre école, je ne vais pas citer le nom de l'école. Il m'a dit non, que c'est à cause de la pratique que je viens ici pour pouvoir donc m'habituer. Donc ça veut dire que Radio Univers a une force. Et puis la dernière chose que je veux dire aux autorités, pour qu'ils prennent vraiment la chose à bras le corps, c'est quoi? C'est que, vous voyez, tous ceux qui sont politiques aujourd'hui dans notre pays, là, observez très bien. Le vivier dans lequel on est parti les puiser dans le temps, c'est où? Si ce n'est pas l'UNEB, c'est la FNEB, c'est l'UNCEB. Donc, de la même manière que ces institutions-là, universitaires, ou bien, si vous voulez, ces associations d'étudiants et étudiantines, créent des hommes politiques, c'est la même manière que la presse universitaire aussi crée de très bons journalistes. Donc il faut comprendre cet aspect-là également et pouvoir donc aider donc cette presse universitaire-là. Il ne faut pas qu'on dise non, on veut aider. Vous me piégez, vous dites je ne vous piège pas. Vous êtes déjà à 5 ans. Je ne vous piège pas. Il ne faudrait pas, parce qu'il y a un piège qui nous guette. Il ne faudrait pas que ces réformes-là soient des réformes finalement qui vont venir tuer donc c'est l'élan que Samuel Elijah a mis en place et tous les autres ont mis en place dans le temps. Ne venez pas tuer l'élan. Merci beaucoup. Il faut laisser les journalistes se faire former. Je voudrais également saluer des gens comme Gaspard Adjamossi qui ont pris par là, Eribel Abel Adjovi, véritablement Eugène Alosoupo, on va en citer, on ne va pas en finir aujourd'hui. Et je voudrais également Flavien Idinou, Bruno Hotekpo, beaucoup ont pris par là. Et puis je voudrais également saluer le père fondateur qui est donc Samuel Elijah. Pour finir. Alors pour finir, moi je voulais juste rendre hommage à mon professeur d'histoire géo en terminale qui m'a dit en classe. Est-ce qu'il nous suit? Comment il s'appelle? Marc Rubello. Je ne sais pas s'il est en train de suivre. Moi je voulais dire, oui, à un moment donné, c'est lui qui m'a réveillé pour dire tu peux faire le journalisme. Donc quand même, je lui tiens, je lui rends hommage ce matin pour dire oui, merci. Il vous a révélé comme l'autre pasteur a révélé que les gens sont non. En fait, à un moment donné, en suivant les enfants, les enseignants peuvent voir, bon, chaque enfant des potentialités. Oui, on sent. Donc, à un moment donné, il m'a dit, et comme j'ai dit, si j'avais quelqu'un pour m'envoyer l'argent au Sénégal, il était prêt à faire tout pour que je sois inscrit au CESTI. Donc malheureusement, il n'a pas pu, parce qu'avec son salaire, il ne pourra pas prendre en charge ça là. Donc, vous voyez, donc, au moins, je lui tiens, je lui suis reconnaissant pour ça. Très bien. Alors, merci à vous, merci à tout le monde. Et je voudrais également penser à Wilfried Tchekpo. Il y a quelqu'un qu'on a vu à Radio Univers qui est dans la seraille politique, à qui je voudrais faire un clin d'œil, c'est Wilson Gakpetor. Oui, Wilson Gakpetor. Gakpetor. Voilà. Donc, Wilson Gakpetor, non, c'est Gakpetor. Wilson Gakpetor. C'est sûr? Oui. Enfin, bien sûr. Vous avez oublié que c'est moi qui dis les noms, je connais les noms. Oui. Moi, je dis un grand merci également à Maurice Agua pour m'avoir formé à Radio Univers. Il a été mon directeur. Non, c'est vrai, il y avait une certaine rigueur, une certaine envie, une passion. C'est Bruno Hotekpo qui était directeur. Après, il y avait attendez, il y a Bruno Hotekpo. Bruno Hotekpo, qui est cadre technicien en tout cas la technicien international. Il y avait Hotekpo qui était parti. Après, il y a Flavien Idinou. Ah oui, on peut citer des gens comme Imran Issoufou. Imran Issoufou. Jasmine Arosé Gezo. Ça, c'est nos générations. Qui était secrétaire général quand moi j'étais arrivé. Et après, il y a aussi quand même Polycarpe Idinou qui a pris part ici. Connaît Aïssé qui a pris part ici. Connaît Aïssé qui a été directeur adjoint à Radio Univers. Oui, voilà. Tout ce beau monde, donc, voilà. Donc, on retient que réforme, oui, mais pas pour tuer l'institution universitaire. Si vous voulez appeler les anciens, on va vous dire comment on fait les choses, comment ces institutions étaient organisées afin que vous apportez votre touche pour améliorer, pour quand même continuer à pérenniser ce qui a fait que nous on mange aujourd'hui. Je crois que je l'ai dit. C'est bien dit. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis à la maison. Et puis, il y a quelqu'un qui vous a fait un clin d'œil, Évariste depuis Dangbo. Atineji, voilà, Évariste Atineji qui nous suit d'ailleurs depuis Dangbo, voilà. Et il vous a fait un clin d'œil à vous, Laurent, oui.
qui m'a envoyé le logo de Epiphane Econome dont on n'a pas parlé. Qui a quitté l'AEB aussi, mais qui n'a jamais réussi à se faire élire quelque part, qui a été finalement nommé préfet de l'Atlantique par Boni Yahi. Tout à fait, tout à fait. Autant qu'ils sont, quand ils ont quitté l'AEB, ils n'ont pas réussi à se faire élire, sauf l'autre qui est allé dans l'Union à un moment donné. L'UN, non? Oui, l'Union fait la nation. Voilà, certains appellent ça. En partant de Alternative Citoyen avec Joseph Diogbenou, ils sont partis dans l'Union fait la nation, ce qui a fait qu'il a été réélu. Très bien.